Pour le pitch. J'ai 186 slides, alors effectivement ça va être un peu long. Non, bonjour à tous, je suis François Wünschel, accompagné aujourd'hui de Laurent Novak. Bonjour. Ingénieur informaticien, et je vais vous présenter, enfin nous allons vous présenter notre studio qui s'appelle 1024 Architecture. Donc il y a deux termes dans ce studio. 1024, ça je pense que vous connaissez tous, c'est 2 à la puissance 10. C'est un nombre binaire, c'est un nombre récurrent dans vos travaux de tous les jours, c'est un nombre qu'on adore. C'était aussi à l'époque la résolution de mon Mac, ça a un peu changé depuis. C'est un peu limite vintage. En tout cas, 1024, c'est aussi 1 kilo. Et puis finalement, 1024, je me perds un peu dans mes slides. C'est notre studio créatif. Alors, il se trouve que aujourd'hui, on va parler plutôt de la partie 1024, qui est la partie numérique, mais dans 1024 architecture, il y a aussi le mot architecture. Et oui, puisque moi-même, je suis architecte, mon associé Pierre est architecte. C'est aussi un studio d'architecture. Je vais vous montrer quelques projets rapidement qu'on a fait dans le cadre de l'architecture. Ça, c'est le pavillon de la France à la Biennale d'architecture de Venise en 2006, sous la direction de Patrick Bouchin. Devant, c'est appelons ça une sculpture, des anneaux de Daniel Buren. Et puis au-dessus, c'est toute une habitation. C'était le parti pris de transformer un pavillon d'exposition en villa d'habitation. Je vais aller très vite puisque, ça c'est la petite vue de au-dessus, la partie sanitaire, sauna, sur le toit, dans les arbres. Ça c'est la cuisine. Alors la cuisine, intéressant de montrer cette image parce qu'il y a un peu tout ce qu'on aime chez 1024 Architecture. Il y a la nourriture, la convivialité, il y a les matériaux de construction qui sont des matériaux de construction de chantier, c'est des structures éphémères, c'est de l'échafaudage et bien sûr il y a le côté digital, il y a une projection en vidéo mapping sur cet espace et c'était un vieux rêve pour nous d'habiter dans une structure qui est à la fois physique, architecturale et aussi digitale. Donc c'est mélanger ces deux dimensions, c'est ce qu'on fait chez 1024 Architecture. Là, cette autre slide, c'est une boîte de nuit qu'on a fait à Paris. C'est aussi de l'architecture, mais avec l'esthétique du wireframe. Ce projet, c'était en 2007. Donc on était beaucoup dans le wireframe. Et pour nous, c'était intéressant de prendre une esthétique jeu vidéo, pervasive, que tout le monde connaît, et d'essayer de la transformer en architecture, en espace physique, en quelque chose de concret, dans lequel on peut déambuler, dans lequel on peut faire la fête. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est une intervention en lumière noire sur le mur. Donc c'est une peinture spéciale qui est visible que quand ces LED de lumière noire sont allumés. Autre projet aussi qu'on fait chez 1024 Architecture, ça c'est un restaurant dans un centre d'art à Montpellier. C'est une architecture, vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes éléments qu'on aime bien réutiliser, c'est-à-dire des structures tubulaires, du métal, du bois, et puis aussi la lumière qu'on vient de tordre comme ça pour là aussi faire un wireframe. Pour la petite histoire, toute cette lumière, elle est branchée sur un ordinateur. En fait, c'est un restaurant, mais c'est aussi un instrument de musique. Donc il y a 24 notes et on peut jouer. Si on joue du piano par exemple, ça va triguer la lumière du restaurant. Un autre projet, ici à Paris, sur l'île Seguin, c'est une architecture temporaire qui a malheureusement été détruite depuis. C'est un projet qu'on a fait en 2010. C'est aussi un restaurant, c'était un restaurant temporaire pour faire la préfiguration du chantier de ce qui allait se passer sur l'île Seguin à Boulogne, ancien site de Renault. Toujours les mêmes éléments, un bâtiment un peu plus grand quand même. C'est pas une tour, mais pour nous, c'est déjà assez grand. Et puis là où vous avez 2 jours, 2 jours, 2 nuits, 2 jours, 2 nuits, 2 jours. Voilà, toutes ces architectures qui sont, on va dire, c'est des architectures pour nous un peu plus classiques. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler plutôt de ce pourquoi, on va dire, on est un peu connu dans le milieu. C'est des architectures éphémères. Ça coupe. C'est des architectures éphémères. Ça, c'est un projet qu'on a fait pour un musicien de musique électronique, c'est Étienne de Crécy, c'est un DJ. Nous, on le voit un peu comme une maison pour un DJ. Lui, il habite au milieu, c'est sa maison. Avec ça, il fait sa tournée. C'est une structure échafaudage. Donc, nous, on a réalisé le design, la conception de la structure, mais cette structure, elle est projetée avec un vidéo mapping. Et donc pour nous, en tant qu'architecte, c'était l'occasion à la fois de concevoir l'espace et de concevoir le contenu qui va être projeté dessus. Donc comme on est comme ça à la source, on a pu un peu développer des techniques intéressantes. Ça, c'est le premier programme qu'on a fait pour piloter cette installation. Alors aujourd'hui, on parle d'open source, tout ça. Nous, pourquoi on a fait ce programme? En fait, c'était surtout pour fermer le truc, parce que vous imaginez bien que c'est une installation qui va tourner dans le monde entier. Elle a tourné dans le monde entier. Nous, on n'est pas là pour suivre l'installation tous les jours.
Et donc, on a eu besoin de faire un programme comme ça pour complètement verrouiller le truc, pour pas qu'on se retrouve avec des visuels qui sont pas de nous, avec des éléments qu'on n'a pas décidé. Donc pour nous, l'entrée dans le monde de la création d'outils, c'était surtout pour verrouiller le truc au départ. C'est intéressant de le noter. Bien sûr, par la suite, ça a évolué, et puis maintenant, on est un peu plus dans la mouvance, on va dire open source, en tout cas dans le partage, on est OK pour partager, mais à l'origine, c'était vraiment pour pas partager du tout et bloquer le truc. Donc, là, vous voyez, donc c'est une seule projection, une seule image, un vidéoprojecteur, mais en jouant avec, comme on est architecte, nous on a appris à faire la perspective à la main. Aujourd'hui, c'est la carte graphique qui l'a fait, mais à l'époque, quand il fallait faire la faire à la main, c'était une autre histoire. Et donc, en jouant avec des perspectives, des effets d'optique, avec une seule image, comme ça, on arrive à donner l'impression que c'est une structure en 3 dimensions. La structure est en 3 dimensions, mais l'image, elle est juste 2D. Et puis de ce projet a grossi, et puis on a créé la Boombox. Alors là, c'est plus juste la maison d'un musicien, c'est carrément la stage, c'est toute la scène. Donc là, vous voyez une image de la Boombox avec un volume de nouveau wireframe, c'est un peu notre esthétique qui est projetée sur cette structure. Là, on voit un peu mieux ce que c'est. En fait, c'est un ghetto blaster géant. Les DJ sont à l'endroit de la cassette. Et puis nous, tout ça, c'est quelque chose qu'on active en temps réel. Donc tout le contenu qui est diffusé sur ce projet, c'est activé en temps réel. Là, je vous mets une petite image là aussi du programme qu'on a fait pour piloter le truc. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une manette de PlayStation. Alors nous, on est un peu des gamers, et c'est vrai que dans presque tous nos projets, on essaye de prendre le contrôle des visuels de l'espace avec des éléments de gamer. Donc là, il y a une manette de PlayStation qui permet en fait de jouer le tableau, de faire bouger la cassette, de faire vibrer des éléments du projet, avec aussi une partie caméra live. Je ne vais pas m'étendre dessus. Ça, c'était la première version du programme. Deuxième version du programme qui évolue avec de nouveau plus de contenu. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que là aussi, nous, on n'a pas suivi le projet. C'est un projet qu'on a fait avec des producteurs anglais de musique électronique. Et donc, il y avait un opérateur. Et pour nous, se poser la question de comment transmettre tout ça à un opérateur. C'est pour ça qu'on a fait aussi un programme pour que lui, il sache où cliquer, et aussi cette notion de contrôle, c'est-à-dire que ça ne puisse pas aller dans tous les sens, qu'il puisse faire que les visuels que nous avons décidés. Voilà. Voilà le projet dans un setting un peu plus urbain. C'est des filets de chantier échafaudage. Donc quand il y a de la lumière derrière, ils sont transparents. Quand il y a de la lumière devant, on voit ce qui se passe. Et donc ça permet comme ça de jouer avec une architecture urbaine qui va se fondre dans le paysage et se confronter à des situations urbaines à chaque fois différentes. Là, vous le voyez à Taipei. On peut peut-être un tout petit peu baisser la lumière si ça ne vous gêne pas. Merci. Là, vous le voyez à Taipei. Il se trouve qu'on a aussi joué à Paris. Voilà, certains d'entre vous étaient peut-être au chaud. Et l'image qu'on voit là, c'était à Enghien-les-Bains. J'avance encore un peu, donc toujours dans la même veine de projet. Ça, c'est un projet qu'on a fait pour un musicien qui s'appelle Vitalik. Et c'est un projet où on a voulu utiliser de la lumière de spectacle, des moving lights. Or, nous, on n'y connaissait rien du tout à la lumière de spectacle, le moving light, mais on a remarqué quelque chose. On a remarqué qu'une lumière, ça se pilotait en pan, tilt et zoom. Avec des valeurs en 8 bits calées de 0 à 255. Il se trouve que ça ressemble étrangement au RGB. Il y a une typo en plus dans ma slide. Ça ressemble au RGB aussi en 8 bits 0,255. Donc on peut faire une correspondance directe entre un pixel et puis un mouvement de lumière. Donc pour nous, c'était très simple parce que paramétrer de l'image, faire des brightness, des contrastes, enfin, tout ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est extrêmement facile, j'imagine pour vous aussi, de bidouiller de l'image. Et à partir du moment où on sait bidouiller de l'image, qu'on peut la transformer en mouvement de lumière, finalement, le mouvement de lumière, ça devient aussi facile à paramétrer qu'une image. Donc par rapport à ça, comme on n'y connaissait rien, la première chose qu'on a commencé à faire, c'était un simulateur dans l'ordi. Donc vous voyez toutes les lumières. Donc le projet, c'est une array dans certains nombres, il y en a 40 me semble-t-il, 41, 42, 50, une array de lumières qui sont pilotées, le mouvement de la lumière est piloté par une image, donc ça c'est le simulateur, et puis ça c'est le réel, ce que ça donne au réel, simulateur, réel. Bon, on voit qu'on ne s'est pas trop trompé. Dans ces projets, il n'y a pas de temps pour répéter. La première date, la première fois où ça joue, c'est devant 10 000 personnes, donc on a intérêt à être plutôt sûr de notre coup. C'est pour ça qu'on est passé par un simulateur qu'on a construit nous-mêmes. On n'a pas acheté de simulateur simplement parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter un simulateur, donc on l'a fabriqué nous-mêmes. J'imagine que
Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Et voici le projet donc, sans les lumières activées. Donc, c'est une structure en échafaudage, toujours les mêmes matériaux, avec un écran LED à l'arrière recouvert par un film miroir qui va donner cette brillance, ce côté un peu métallique. Vous voyez les lumières qui sont chaque fois dans chacune des trames. Et devant les musiciens, donc il y a 3 musiciens, Vitalik il est au milieu, et puis il y a un batteur à sa gauche, et puis un clavier à sa droite. Tout ça, c'est connecté en MIDI. Et cette structure, finalement, nous, on l'a conçue comme un instrument de musique. C'est un instrument de musique qui se pilote avec un programme de musique qui s'appelle Ableton Live. Donc, c'est directement dans le show du musicien où il y a des tracks en plus qui vont contrôler l'installation. Ben, pour nous, ça apporte une souplesse parce qu'il n'y a pas un ordi en plus, il n'y a pas un an. C'est directement dans l'ordi du musicien. Donc, si lui, ça joue, bah, a priori, l'installation, ça va jouer. Voilà, encore une autre image là avec Pascal, Vitalik, au milieu. Et puis, ces lumières, donc avec de l'image, on peut commencer à créer des formes, des choses intéressantes comme ça. Je vous montre aussi le programme qui a été réalisé pour faire le show. Ce que vous voyez à gauche, y a 2 images, une qui va contrôler la luminosité envoyée dans chacun des spots et une autre qui va contrôler le pan, le tilt et le zoom, c'est-à-dire le mouvement de la lumière. Là, ce que vous voyez finalement dans PTZ, c'est un peu un dégradé. Donc c'est un dégradé, ça veut dire que les lumières vont se comporter un peu comme un éventail. Et en bidouillant le contraste de ce dégradé et la colorimétrie de ce dégradé avec un simple filtre, eh ben on va pouvoir changer comme ça l'ouverture ou la fermeture de l'éventail. Je vais peut-être vous montrer rapidement une petite vidéo. Alors c'est des spectacles où il y a 10 000 personnes, donc c'est sûr qu'en termes de speed, c'est pas la même chose d'être chez soi, de bidouiller sur son ordinateur, et puis tout d'un coup, 1 heure après, on est dans une salle, il y a 10 000 personnes en furie. Le stress monte, c'est assez intéressant comme expérience. Et je rebondis là-dessus, il se trouve qu'on a aussi participé au BNP Paribas Masters de tennis à Bercy, et donc là aussi, c'est la photo du programme. C'est un programme qu'on a fait pour piloter le show qu'il y a entre 2 matchs. Entre 2 matchs, il y a toujours un petit show, un petit temps pour divertir le public. Là, c'était un show mapping. Et donc ça, c'est le programme qu'on a fait. Il se trouve que ce point de vue-là, c'est à la régie. Et quand on est à la régie, on a vraiment le même point de vue que quand on joue aux jeux vidéo de tennis. Alors pour nous, c'était sympa, puisque ce programme, il se pilotait aussi avec une manette de PlayStation. Donc je ne vous raconte pas le gros kiff d'être en régie à la finale, Nadal, je ne sais plus qui c'était, Djokovic peut-être, et puis on est là avec sa manette, c'est super chouette. Et donc ça c'était un peu un panorama des projets qu'on fait chez 1024, je me dépêche. On est à la 33 sur 186. Ça, c'est un projet plus représentatif de ce qu'on fait finalement chez 1024 Architecture, c'est-à-dire une structure physique, un élément d'architecture. Ici, en l'occurrence, c'est un pont qui va relier le bâtiment de gauche au bâtiment de droite. C'est un espace de coworking, ça s'appelle Darwin Ecosystem. C'est une friche industrielle à Bordeaux. Un endroit super sympa. Et donc, ils nous ont contactés pour faire un équipement architectural, c'est-à-dire quelque chose qui a purement une utilité, une fonction, c'est fonctionnel, c'est une passerelle entre les deux. Puis nous, on l'a un peu boosté à notre sauce. Donc c'est toujours une structure échafaudage qui est habillée par des planches de bois. Alors ça va vous intéresser parce qu'on fait beaucoup de design génératif. Et les planches de bois, tout ça a été d'abord modélisé en 3D. Parce qu'on cherchait une manière de pouvoir assembler ces planches et surtout une manière de le communiquer aux travailleurs, aux gens qui allaient le faire pour de vrai. Et donc si on arrive à le faire dans l'ordinateur avec une méthode, avec un procédé algorithmique, finalement on arrive à le dire à son ordinateur. Si on arrive à le dire à son ordinateur, on va arriver à le dire au constructeur. Et donc là ce que vous voyez, c'est le patch Grasshopper, donc c'est dans Rhino. C'est juste un patch pour aller disposer les planches. Et puis là, vous voyez le résultat final. Oui, c'est le bordel. Mais le bordel, c'est quand même assez difficile à gérer, surtout quand on essaie de le gérer d'abord à l'ordinateur. Et donc, vous voyez encore un autre point de vue. Donc ça, c'est 2 jours.
Puis je vous disais que c'est un projet qui concentre un peu tout ce qu'on sait faire chez 1024 Architecture. Là où vous voyez de nuit, on a rajouté une couche en plus, qui est la couche de lumière, qui est la couche de vidéo mapping. Donc jour, nuit, voilà. Qui est la couche de vidéo mapping. Donc là, chacune des planches, elle est mappée, la structure échafaudage est mappée, il y a un projecteur de l'autre côté, il y a des lumières, des stroboscopes, des machines à fumer, tout ça qui sont incorporés dans l'architecture. Et là, vous voyez le point de vue de l'autre côté, avec des lignes de LED qui sont incorporées à la structure. Et tout ça, donc je vous montrais avant tout tous les programmes qu'on a fait, qui étaient des programmes uniques à destination interne. À un moment, on s'est dit, attends, on a cette technologie, on va compiler tous ces programmes dans quelque chose qui va être un nouveau programme, qui va être un programme commercial qu'on va vendre aux gens. Alors les gens, c'est qui? C'est plutôt à destination des artistes. Donc c'est un programme qui pour nous est pas prise de tête, c'est vraiment fait pour les artistes, c'est pas fait pour les techniciens. Et là, vous voyez de la même photo. Hop, finalement, ça c'est la vue du programme, donc on peut charger des objets 3D, on peut les régler en fonction de ce qui se passe dans la réalité, et finalement dans le programme on va contrôler l'espace et l'architecture, là aussi toujours à l'aide de manettes de PlayStation. Là vous voyez qu'on charge le mesh 3D dans le programme. Oups, c'était une vidéo, il n'a pas voulu la jouer. Si. Voilà. C'est un programme qui nous permet comme ça d'avoir une correspondance entre l'espace virtuel, l'espace digital et l'espace physique. C'est un peu pour ça qu'on s'appelle 1024 Architecture. Là, vous voyez en live aussi la manette, le truc, le machin. Ça, c'est la manière dont on travaille avec ce programme donc, qui s'appelle MadMapper. Ça permet aussi de dessiner directement sur l'espace. C'est un peu comme nous, en tant qu'architecte, on utilise AutoCAD pour faire des plans, des coupes, des évaluations, des documents techniques. Et on a voulu faire un peu la même chose que AutoCAD, mais pour les artistes, mais toujours appliqué à l'espace réel. Donc, il suffit de prendre un vidéoprojecteur, le pointer dans l'espace, et on peut commencer à dessiner comme ça directement sur l'espace. C'est pour des artistes, bien sûr. Donc, il y a des comportements, on peut faire vibrer les lignes, des trucs et des machins. Et avec ce programme, on peut aussi contrôler des lumières. Donc voilà, vous voyez un autre projet. Ça, c'est un projet qui a été fait à Genève, sur l'hôtel Métropole. Donc c'est un projet avec des LED, et puis ces LED sont contrôlés par le biais de notre programme. Ce programme, il sert aussi à faire du vidéo mapping, des trucs peut-être un peu plus classiques qu'on a plus l'habitude de voir, et qui est utilisé, ça c'est un projet avec Exciters, qui est utilisé par beaucoup d'artistes dans le monde entier pour des prestations de ce type-là, à savoir vidéo mapping ou performance audiovisuelle. Ce programme, avec la technologie qu'on a mis à l'intérieur, il nous a permis de développer des systèmes pour pouvoir faire correspondre un objet 3D virtuel à la réalité. Donc là, vous voyez un mesh 3D qui a été imprimé en 3D. Et grâce à notre programme, en choisissant 6 points non coplanaires, on peut retrouver le point de vue exact du projecteur et projeter comme ça un objet virtuel sur un objet réel. Alors pour vous montrer que je ne raconte pas du pipeau. Voilà ce que ça donne. Donc c'est le même bâtiment, pouf, avec le wireframe dessus. Ça, c'est un projet qu'on a fait à Lyon pour la Fête des Lumières. Et l'intérêt de cette technologie, c'est extrêmement rapide. Ça a pris à peu près 10 secondes pour régler le mapping. Donc malheureusement, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir un bâtiment comme ça, avec la modélisation qui va bien, avec tout qui va bien. Donc on a aussi développé des trucs un peu plus à l'arrache. Donc ça, c'est avec la version d'aujourd'hui, il y a du free draw, on peut dessiner vraiment comme ça à l'arrache, et puis lui envoyer quelques particules, faire bouger le truc, le brancher sur du son. Voilà, un autre type de projet qu'on fait chez 1024, ça c'est un projet qui est à Paris. Si vous ne savez pas où c'est, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir, c'est Porte de la Villette, à côté de s'il y en a qui font la teuf, qui vont à la Péripate, au Frigan Pony, si vous faites la queue là-bas, ça sera sous cette installation. C'est une installation qui s'appelle Delta, qui est constituée d'une structure en bois dans laquelle on a incrusté des LED. Voilà, ça c'est un autre point de vue de cette installation. C'est sous le périphérique, parce que vous voyez que l'ambiance n'est pas super sous le périphérique. Et donc la mairie de Paris nous a contactés au moins pour mettre de la lumière, pour que les habitants n'aient pas peur de passer sous le pont, que les femmes n'aient pas peur de se faire violer. Je ne sais pas si ça les aide. En tout cas, maintenant, il y a de la lumière, c'est quand même un peu moins glauque. Et puis nous, c'était l'occasion de faire une installation. Une chose intéressante à noter, c'est que cette installation, elle est pilotée par MadMapper, qui est notre programme, mais elle est pilotée à 100% par des shaders en temps réel. Donc ça, c'est les shaders.
qu'on a développé. Il se trouve que dans MadMapper, je vous le montre ici, dans MadMapper, eh ben, il y a un code editor qui permet de faire du live coding, donc un peu, j'allais dire comme ShaderToy, mais non, parce que dans ShaderToy, il faut compiler. Là, la compilation, elle est automatique, elle est full time, elle est tout le temps, elle est directe. Donc dès qu'on tape, c'est que c'est compilé, et puis ça update le truc. Et donc ça permet de réaliser comme ça des shaders, ces shaders-là, qui vont être utilisés pour faire le contenu qui va passer dans la structure de LED. Et donc ces shaders ici, vous voyez, ils sont un peu gold. Il se trouve que pour la petite histoire, les LED, elles ne sont pas RGB, elles sont white et amber. Et donc sur ces shaders, on a utilisé le channel air and green pour contrôler le white et amber des LED. Donc ça donne un petit truc comme ça. Ce qui est sympa quand on travaille avec des LED, là je m'étends un peu, mais ce qui est sympa quand on travaille avec des LED, c'est que la résolution de ces trucs, elle est microscopique. Ça doit faire à peu près 40 pixels et encore là je me suis lâché, 40 par 150, mais on peut encore réduire. Il y a même des projets, on avait du 10 pixels par 40 pixels. Du coup, utiliser un shader pour faire une image aussi petite, ça change complètement la vie. Parce qu'on peut y aller, on se prend plus la tête, on met des ifs partout. Oui, puisque de toute façon, ça va être un tout petit truc, ça va être calculé instantanément, super rapidement. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous de travailler de cette manière. Et ça permet aussi de régler après coup, in situ, des paramètres comme la vitesse, ce qu'on ne peut pas faire avec de la vidéo. Avec la vidéo, ça va saccader. Avec un shader, on peut ralentir pour faire un truc qui avance vraiment au ralenti du ralenti. Ça, c'est intéressant avec les shaders. C'est des possibilités qu'on ne peut pas faire avec du contenu classique de type vidéo, bitmap. Donc ça, c'est... Hop. Je passe au projet suivant parce que tous ces projets, les projets urbains, les projets de grande échelle, tout ça, c'est bien sympa, mais nous aussi, on a envie des fois de changer d'air et puis de faire des projets peut-être un peu plus physiques, un peu plus petits, des projets qu'on peut gérer nous-mêmes en atelier. Et donc le projet que je vais vous présenter s'appelle le Walking Cube. C'est un petit cube, c'est un robot, appelons ça un robot, de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, 1 mètre d'arête, qui est composé de pistons pneumatique. Donc ce que vous voyez au milieu, c'est un genre de cordon ombilical, c'est de l'air comprimé à 8 bars qui passe à l'intérieur et qui va permettre de d'étendre ce cube dans n'importe laquelle des 3 dimensions. Et il s'appelle le Walking Cube. En fait, on aurait pu l'appeler le Dancing Cube parce que vous allez voir, il a un petit déhanché sympa. Là, je zoome. Donc on a tout construit nous-mêmes. Ça a commencé comme ça, chez Alibaba, à commander des trucs, à voir que c'était pas si bien. Et puis finalement, à commander les mêmes pièces en Allemagne, Deutsche Qualität. Et là, forcément, ça a fonctionné, ça a marché. Donc c'est des pistons industriels d'une grande marque que je ne citerai pas. Et puis ça c'est des keyclamps, des ressorts, des pièces qu'on a fabriquées nous-mêmes, qu'on a bidouillées comme ça. Là vous voyez un point de vue un peu plus zoomé. Donc toujours la même esthétique du métal, la matérialité, de la brillance. Le chantier, quelque chose assez brut. Et je vais vous montrer une petite vidéo extrêmement rapide. Voilà, gros succès auprès des enfants. Énorme succès. Un projet un peu récréatif pour nous, c'est vrai que ça change d'être plutôt que d'être tout le temps derrière son ordinateur, ça nous a fait un petit coup de frais. Alors de l'ordinateur, il y en a quand même parce qu'il faut piloter tout ça, donc on a dû piloter tout ça à base d'un mini ordinateur qui est le Raspberry que vous voyez sur la gauche. Pour nous, ça a été la découverte du Raspberry. C'est un projet qu'on a réalisé en collaboration avec un artiste qui s'appelle Jason Cook, qui nous a fait découvrir le Raspberry Pi. Donc on s'y est mis, c'est super chouette, le Raspberry Pi, c'était pas cher, ça faisait le job. Et on s'est dit, mais quand même, avec le Raspberry, il y a moyen de faire quelque chose, ça peut servir dans plein de cas de figure, notamment, par exemple, pour un artiste qui va faire une toile en vidéomapping, qui va essayer de la vendre. Mais pour caler le vidéomapping, il faut un mini-ordinateur qui puisse vendre à son client, à son connexionneur. Et il ne peut pas mettre son Mac à
j'allais dire 3 000 euros, mais c'est beaucoup plus cher aujourd'hui que 3 000 euros pour un ordinateur. Donc on s'est dit, attends, mais on va faire un mini-ordinateur, et puis on va l'appeler le Minimad. Et ça va être un mini-ordinateur du hardware qui marche en compagnonnage avec notre software MadMapper. Ça, c'est le Minimad. Donc, on s'est mis à la fabrication de hardware. Pour nous, c'était nouveau. À la base, on est architecte. Puis finalement, on fait du shader. Puis on s'est mis à faire des programmes du software. Et puis maintenant, on se met à faire du hardware, donc à dessiner des PCB, des boards, du machin, mettre les boutons. Donc, tout ça, c'était une grande aventure pour nous parce que c'était quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Et puis, ça a donné ça. Le Minimad, donc les premiers, ils étaient imprimés en 3D, et puis finalement, maintenant, on fait des moules en injection de plastique. C'est une ouverture vers un monde qu'on ne connaissait pas, qui est l'industrialisation, la commercialisation de produits. Et c'est pas du tout les mêmes contraintes que le software. C'est un monde complètement différent. Faut savoir qu'on est hors la loi, de chez hors la loi, parce que quand on vend du hardware en Europe, il doit y avoir un manuel dans la langue du pays dans lequel on vend. Donc si on vend un truc comme ça en Slovaquie, il faut qu'il y ait un manuel en slovaque. Forcément, nous, on n'a pas de manuel, on n'a pas de tout ça. Et donc, c'est vraiment une aventure assez extraordinaire et complètement différente du software, de ce à quoi on s'attendait avec des autres problématiques qui n'ont rien à voir, comme la problématique de l'assurance. Et si ça brûle, et si mon truc il brûle et que votre appart part en fumée, à qui la faute? C'est des questions comme ça qu'on ne se posait pas forcément au départ. C'est pas moi qui irai en prison, je vous le rassure. Et donc avec ce Minimad, on s'est dit mais attends, mais nous on a la technologie pour les connecter. Et donc les Minimad aujourd'hui, on peut les connecter entre eux. Alors c'est pour les artistes, il y a zéro configuration, on n'entre pas une adresse IP, on n'entre rien du tout. On les prend, on les met sur le network, ils vont voir leurs petits copains, ça va marcher tout seul. Nous vraiment notre objectif c'est de faire des programmes et des technologies pour les artistes, pas pour les techniciens. Donc c'est-à-dire des technologies où on se prend pas la tête, juste on le branche et puis il y a tout qui marche. Et donc ça c'est ce qu'on essaye de faire avec le Minimad. Donc on les branche juste sur les networks et puis il y a tout qui marche. Et ça permet de faire comme ça des vidéos wall. On a réussi à en connecter jusqu'à 30, donc découper une énorme image de 20 000 pixels en petits bouts et puis mettre 30 Minimad et puis chacun va pusher sa partie. Et donc si on appuie sur un des boutons, ça va changer sur tout le setup. Donc voilà, ça c'est des éléments de communication aussi. Comme on s'est transformé en vendeur, on doit se frotter à tout ça, à comment vendre son produit, comment faire de la communication qui soit sympa aussi pour les clients, pour notre communauté. Donc voilà où on en est. On est parti de l'architecture, on est allé dans le mapping, on est allé dans les installations, dans le software. Là, on a fait du hardware. Et avec tout ça, à un moment, on s'est dit, mais là, on a quand même un truc, on a une genre de technologie. Nous, on appelle ça un framework. C'est l'ensemble de tout notre code qui est à la base un ensemble de code qui va permettre de faire des programmes comme MadMapper, de faire du hardware et de faire du software qui tourne sur ce hardware, donc comme le Minimad et les softs qu'on a fait sur le Minimad. Mais derrière tout ça, nous, on a un framework. Et c'est un framework de programmation temps réel, orienté, rendu, on va dire, qui permet de faire du rendu, qui permet de rendre ce que vous voulez, un peu comme un... C'est pas un moteur de jeu vidéo, c'est vraiment un framework et qui permet pour nous de faire des spectacles. Alors un spectacle, c'est un gros stress, c'est un stress test parce que ça doit marcher, il y a une demi-heure pour construire le truc, puis tout d'un coup il y a le public, il faut pas que ça bug pendant le show, et puis surtout c'est un truc qui tourne, donc il faut que ça marche à chaque fois de la même manière. C'est un stress test assez intéressant pour nous, et puis ça permet aussi d'évacuer la pression parce que d'aller sur scène, c'est sympa et ça change le point de vue qu'on a. Quand on fait tout le temps des spectacles pour des musiciens, à un moment on a aussi envie d'aller sur scène et puis de comprendre la dynamique que c'est. Donc nous on conçoit le programme, on conçoit le contenu et puis à la fin on va même le jouer nous-mêmes sur scène et puis on utilise aussi le contenu pour faire de la documentation. Donc ça c'est un spectacle qui s'appelle Récession avec un ami, Fernando Favier, performeur. Donc c'est aussi un écran, un tulle. Quand c'est allumé derrière, on nous voit. Quand c'est pas allumé, on voit ce qui est projeté. Et là, on voit que la réalité se mélange à la fiction. L'espace physique se mélange à l'espace immatériel, l'espace du numérique. Petite performance. Une autre performance qu'on a fait avec Laurent Novak, qui est programmé en partie par Laurent Novak, qui est une performance dans un dôme à Montréal. Donc c'est un dôme de visualisation à 360 degrés et 210 degrés en hauteur, ce qui fait que l'horizon est
à la bonne hauteur, et puis l'image descend sous l'horizon. Et donc, on a fait un rig, un genre de setup pour pouvoir faire du contenu en temps réel. Donc là, activer en temps réel, jouer en temps réel, qui correspond avec la musique. Il y a une genre de synesthésie. On tourne un bouton, ça déclenche du son, mais ça va aussi déclencher quelque chose dans l'image. Voilà, encore un autre point de vue. On essaie de jouer comme ça, avec des échelles. Et notre framework permet de faire tout ça. Je vais vous mettre une petite vidéo rapide aussi, elle dure 30 secondes. Alors tout ça, c'était bruité en live, un peu à la manière des films en noir et blanc de l'époque, rebruité en live. Avec ce framework, on fait aussi des pièces qui peuvent aller dans des galeries. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est une dynamique complètement différente. Une pièce dans une galerie, il faut qu'elle s'allume toute seule. Il ne faut pas qu'il y ait une boîte de dialogue qui apparaisse quelque part. Il ne faut pas qu'on entende Windows a mis votre machin truc à jour. Tout ça, c'est pas possible. Il faut que ça s'éteigne tous les soirs, que ça se rallume tous les matins. Il faut qu'il y ait zéro intervention. Donc, en termes de programme, c'est complètement différent qu'un truc qu'on va faire pour un spectacle où on est là derrière, on sort l'ordi, on allume, on appuie sur on. Là, c'est complètement automatisé. Donc, c'est aussi une dynamique importante qu'on essaie de gérer dans nos programmes. En tout cas, c'est quelque chose qu'on prend en compte parce que quand on fait des œuvres artistiques, c'est un peu toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui apparaît dans l'écran. Et puis là, on vous rappelle, oui, bon, je ne sais pas quoi faire, il y a un truc qui est apparu dans l'écran. Oui, sauf que moi, je suis en vacances à Maracaibo et que ce n'était pas du tout le moment. Donc, on essaye de trouver des techniques comme ça pour que ça soit le plus autonome possible. Donc, ça, c'est une image, un shot de cette installation. Et puis, on fait aussi des performances. Donc, ça, c'est une performance qui tourne dans le monde entier. Elle est actuellement en tour. Avec des particules aussi, parce qu'on aime bien les particules, c'est sympa, c'est surtout sympa à programmer, les particules. C'est une performance qui s'appelle Sphère, donc c'est une variation autour du thème de la sphère et de la symbolique liée à la sphère. Pour nous, c'était l'occasion de pousser un peu le rendu graphique, donc on a rentré le PBR, on a rentré les anamorphic lens flare, la J.J. Abrams, on a rentré des trucs comme ça, on s'est fait plaisir. On a rentré la profondeur de champ aussi, ça nous a donné l'occasion de travailler dans Substance. Tout ça, c'est des technologies pour le jeu vidéo, mais que nous, on aime bien détourner et qu'on aime bien se réapproprier pour faire des spectacles. Voilà, donc les rhomboïdes pour les bokeh, des trucs comme ça. Donc finalement, c'est un peu la même littérature que pour le jeu vidéo, mais qu'on essaye de détourner et d'utiliser dans nos spectacles. Je vais vous montrer un petit extrait qui dure 30 secondes. Et donc là, c'est full shader, c'est full PBR, c'est full vidéo game technique, mais c'est pas un jeu vidéo, c'est une performance. Et nous, c'est ça qui nous fait un peu rigoler au bureau. C'est d'être un peu à contre-pied et d'utiliser ce qu'on aime, les techniques qu'on aime, et de les pervertir un peu, d'en faire un spectacle. Alors, tous ces projets que je vous ai montrés, ils sont réalisés avec ce framework, quelque chose de nouveau, qu'on a décidé d'appeler Zonk. Alors Zonk, pour ceux d'entre vous qui sont dans la démo scène, c'était une vieille démo des Lost Boys à l'époque sur Atari, qu'on peut encore trouver sur YouTube. Et donc Zonk, finalement, c'est un programme, mais c'est surtout une GUI. C'est une GUI qu'on a mis autour de notre framework. Bon, là, je vous montre quelques exemples. C'est pour faire une performance qui s'appelle Opus,
avec un quatuor à cordes à base de photogrammétrie. Donc ça, c'est de la photogrammétrie. Il se trouve que c'est un volcan. On est allé en Sicile, ça doit être l'Etna. Scanné en 3D à l'aide de drones, mouliné dans l'ordinateur, et puis après ça devient des particules. Et puis comme ça a été si bien expliqué dans la conférence précédente, ces particules, on peut les morpher. On peut morpher un peu tout en un peu n'importe quoi. Là, vous voyez, on peut rajouter des comportements, on peut rajouter des forces. Alors nous, les forces qu'on rajoute dedans, c'est la force de la musique, c'est un spectacle audiovisuel, donc c'est l'énergie musicale qui est retranscrite en force, qui après est intégrée dans un compute shader. Donc là, ce que vous voyez, en bas à gauche, ce que vous voyez, c'est le fichier 3D parce que on s'est rendu compte que on était un trop petit studio pour développer notre propre loader de fichiers 3D et que le FBX, c'est lourd, ça met des plombes à charger. Donc on s'est dit le plus simple, c'est de prendre un FBX, le convertir en image. Et puis ça, par contre, l'image, ça on sait faire, ça on sait les charger hyper rapidement. Donc c'est une image en EXR 32 bits par composante. Donc c'est juste une manière de transformer un fichier 3D en image parce que c'est beaucoup plus pratique pour le charger, pour le transférer d'un truc à l'autre. Voilà, ça c'est un exemple. Je pense que Laurent va en parler un peu plus longuement. Je vais pas m'attarder dessus, mais je vais vous montrer quelques shots, quelques snaps du spectacle. Toujours, ça c'est un bâtiment en Italie, photogrammétrisé, donc c'est des particules. Je sais pas, il doit y avoir 2-3 millions de particules. Et puis vous voyez le son qui rentre progressivement dans le bâtiment, qui le transforme. Comme nous on est architecte, ça nous permet d'utiliser par exemple des documents 2D pour transformer un bâtiment en plan, en façade, enfin jouer avec avec des lignes de fuite, de perspective mélangées comme ça dans la 3D et dans la 2D, dans notre univers, à base de particules. Là, de nouveau, c'est l'Etna et puis les lignes de perspective qui se transforment. Là, on a mis un petit flow noise à l'intérieur, et puis ça bouge. Tout ça sur le rythme de la musique. Hop, hop. Et puis, je vais vous montrer aussi un petit extrait qui dure 30 secondes. C'est un spectacle qui a été joué à Paris, qui vient d'être joué à Taipei. Je reviens de Taipei. Donc c'est un spectacle de musique contemporaine avec un quatuor à cordes. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien la musique contemporaine. C'est pas forcément facile d'accès. Et c'est pour ça qu'on a voulu rentrer dans ce projet et puis faire quelque chose de là aussi un peu nouveau, que ça nous change de la musique électronique. Donc c'est des vraies partitions qui sont écrites. Donc là, il n'y a pas vraiment moyen de rentrer dans Ableton Live de la violoniste parce qu'elle n'en a pas. Et puis... voilà, donc ça change complètement l'état d'esprit du truc, mais vous allez voir que on arrive quand même à faire quelque chose. Spectacle qui s'appelle Opus. J'ai bientôt fini, je vais bientôt passer la main, mais je vais vous montrer un dernier projet. C'est un projet qui n'a rien à voir, mais qui est aussi fait avec cette même technologie, avec ce même programme qui s'appelle Zonk. Un projet qui s'appelle Core, qu'on a fait à la Philharmonie de Paris, dans le cadre de l'expo électro, la grande expo qu'il y a eu sur la musique électronique. Et donc, c'est un écran de LED, mais en 3 dimensions. Au lieu de l'avoir plat, il est démultiplié dans l'espace. Ça permet de contrôler les pixels de manière spatiale et puis de faire des formes en 3D. Voilà, une forme en 3D, une genre d'hélice, boum. Et puis là, un genre de cercle, un genre de sphère. Et tout ça, c'est piloté avec notre programme qui s'appelle Zonk, qui permet de faire la prévisualisation de l'installation. Et pour nous, et là j'insisterai là-dessus, pour nous c'est extrêmement important d'arriver à faire la prévisualisation. On a coutume de dire dans notre studio que si on a réussi à faire la prévisualisation, le projet il est fait. Parce que si on arrive à le représenter comme ça, finalement on sait que ça va être la même chose. Et l'essentiel du travail, finalement, maintenant il se fait en amont, il se fait plus vraiment dans la phase de production, mais il se fait en pré-production. Parce qu'une fois qu'on arrive à faire la prévisualisation, et c'est pour ça qu'on utilise nos outils, on peut vendre le projet à nos partenaires, et puis deux, on peut commencer à décliner des figures et on est à peu près sûr que c'est ce qui va marcher. Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé pour vendre le projet, pour faire la prévisualisation du projet. C'est fait avec notre technologie, c'est fait dans Zonk.
ça permet d'adresser comme ça des LED en 3D, mais aussi avec cette technologie de jeu vidéo, d'avoir un petit fond, d'avoir un petit espace, de créer quelque chose, en tout cas un support pour communiquer notre idée. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on n'arrive pas à communiquer notre idée, tout ça, ça reste un peu abstrait. Et les décisionnaires, ceux qui ont le pouvoir de signer les chèques et de faire les virements, eh ben, il faut leur montrer quelque chose de très concret. Parce que si je leur parle de ouais, c'est un truc, il va y avoir des LED en 3D, non, ça va pas marcher. Par contre, une bonne image, une animation, ça c'est bon. Ça aussi, c'était une variante du projet qu'on a développé. Et en ce moment, on fait beaucoup de concours d'architecture et d'urbanistes. Et donc, on est amené à intervenir. Ça, c'était pour un projet d'urbanisme qui a été perdu. Malheureusement, c'était je ne sais plus où, et c'était une genre de colline cinéma dans lequel on a proposé de mettre des genres de lumière comme ça pour faire des poils, en tout cas des poils de lumière, des piquants de lumière, un truc un peu punk. C'est ça ce que ça a donné. Malheureusement, ça a perdu. Mais pour nous, c'est super efficace parce que c'est notre technologie. On n'a pas besoin de faire des rendus, on n'a pas besoin de passer dans Blender, dans Max, dans machin, d'appuyer sur F11, d'attendre toute la nuit pour se rendre compte que le lendemain, en fait, il y a des blotches, il y a tout qui clignote, que ça ne va pas être bon du tout. Là, c'est direct, c'est instantané, ça met moins d'une seconde. Ça met moins d'une seconde pour calculer une image. Et là, par exemple, c'est ce qu'on a utilisé pour un futur projet qu'on aimerait bien faire. C'est un champ de lumière, donc dans la nature, dans les végétaux. Et c'est cette technologie qu'on utilise pour vendre le projet. Donc nous, forcément, ces techniques de jeux vidéo, ça nous intéresse parce qu'on cherche à avoir une qualité dans l'image. Je crois qu'il y a le micro qui est en train de mourir. Switch. On cherche à avoir une qualité dans l'image, donc on recherche, comme vous tous, à faire une belle profondeur de champ, à travailler la lumière. Là, la technique utilisée, c'est du deferred rendering en light volumes. En fait, c'est des capsules. Parce que pour nous, la problématique, c'est d'arriver à ce que ces LED émettent vraiment de la lumière. Alors, on n'arrive pas à leur faire émettre de la shadow, des ombres. Il y en a plus de 6000. Ça ne scalerait pas. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de technique pour arriver à faire calculer 6000 shadows. Mais par contre, en utilisant du deferred light volumes, on arrive quand même à choper les normales de ce qu'il y a derrière et puis à faire un semblant de travail sur la lumière, en tout cas, qui est suffisant pour communiquer notre idée à nos clients, essayer de les convaincre de mettre leur argent si durement gagné dans nos projets d'installation. Et ça, c'est pas facile. Et donc, avec ce programme qui s'appelle Zonk, je vais maintenant passer la main à Novak, mais je terminerai juste par dire que nous, ces outils-là, on les utilise pour la pré-production, et finalement quand on fait la pré-production, quelque part on a déjà produit l'installation, pour la production et aussi pour la post-production parce qu'on les utilise pour mouliner des images, pour lui mettre un petit lookup table plutôt que passer par des programmes commerciaux comme Premiere ou non commerciaux comme DaVinci. On ne se prend plus la tête et puis on les passe directement dans notre programme. Finalement on gagne du temps et c'est pour ça qu'on développe nos propres outils. Je vais passer la main à Laurent Novak, ingénieur informaticien. Alors j'ai 306 slides à vous montrer. Non. Donc après avoir vu tous ces beaux projets, moi je vais vous parler d'architecture logicielle, parce que c'est toujours très intéressant à voir. L'idée c'est un peu de vous donner une petite intuition de ce que c'est Zonk, et peut-être que vous aurez envie d'essayer. Faut que j'arrive à passer au slide suivant. Ouais. Donc Zonk, c'est un framework. Ok. Bon, un framework, c'est quoi? C'est en gros un cadre, en anglais on appelle ça un cadre de travail, dans lequel on pourra faire du développement logiciel, pouvoir créer des œuvres comme celles que vous avez vues. Donc, framework pour faire quoi? De la LED, de la 3D temps réel, des installations, du multi-output, tout ça contrôlé en temps réel. Du coup, il faut contrôler beaucoup de choses, beaucoup de choses, d'image processing, des technologies pour un peu partager des textures dans notre écosystème, du live coding, du MIDI, de la vidéo, de l'audio, etc., etc., etc. Du coup, beaucoup de travail pour une petite équipe. Donc,
on a développé Zonk, qui est un framework de script en fait. Donc l'idée c'est, on a développé un moteur en C++ qui permet du coup d'être attaqué. Je vais vous montrer une très belle slide d'architecture logicielle, avec en plus une erreur que j'ai remarquée ce matin. Donc l'idée c'est, on écrit du script, on utilise l'UI, ça aussi ça coupe je crois, avec entre deux une engine. Puis pour que ça marche, quelque chose comme ça, pour que moi je ne devienne pas fou non plus, il faut imaginer un peu une abstraction, quelque chose, une API en fait, ce qu'on appelle une interface. J'avais pas de meilleur terme que API en fait, parce qu'on ne fait pas que de la programmation avec Zonk, mais une interface entre de la 3D, des shaders. Puis du coup, il a fallu imaginer des concepts pour ça, une notion d'abstraction. Puis ce qu'on s'est dit, c'est, ok, alors, tout est un objet. Chez nous, tout est un objet. Je veux faire un cube, c'est un objet. Je veux faire un matériel, un truc qui contient un shader, une texture, c'est un objet. Un objet, en fait, c'est quoi? Un objet, c'est quelque chose qui a une collection de paramètres. C'est ce que vous voyez peut-être. Je sélectionne un objet dans CKD, je vois des paramètres à droite. C'est marqué X, Y, Z, position, matériel, il y en a plein. Du coup, un paramètre, c'est quoi? C'est... Oh, pardon, voilà, pardon. Avant de dire ce que c'est les paramètres, tous les paramètres et tous les objets, et ça c'est une idée fondamentale chez nous, ont des URL, une adresse, une string qu'on peut découper et permettre de retrouver un objet. Et bien sûr, un paramètre, ça peut être un nombre, mais ça peut aussi être une URL. Pourquoi c'est intéressant ça? C'est intéressant, si je reviens à ça, c'est que finalement l'engine de Zonk, elle est constituée de modules écrits en C++. Et du coup, ces modules en C++, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent en fait des objets. Ou en tout cas, ils sont amenés à créer des objets. Donc un objet, on sait ce que c'est maintenant, c'est un truc qui a des paramètres avec une URL que je vais pouvoir retrouver. Et puis du coup, avec un petit bout de script, je vais pouvoir par exemple créer une sphère, lui dire qu'elle a telle taille. Puis pour nous, c'est intéressant, ça peut se faire avec du script, avec une UI aussi. Donc voilà, si j'en reviens à ça, cette abstraction, elle est vraiment extrêmement intéressante pour nous parce que quelqu'un qui développe, en gros, ça, ces 4 phrases là, c'est un peu tout ce qu'il y a à comprendre. Une fois qu'on a compris ça, quelqu'un qui veut développer même un module, ou nous dans l'équipe, un module écrit en C++ qui va, je sais pas moi, charger un fichier FBX, se connecter avec du MIDI, en termes de qu'est-ce qui va se passer avec le Python, le Lua, tout ça c'est géré automatiquement par l'engine. Donc on n'a qu'à se dire, ok, je vais charger un fichier FBX, je vais en faire des objets. Ces objets, ils vont avoir des URL, je vais leur mettre des paramètres. Donc du coup, en fait, ces 4 trucs, c'est ça, notre interface. Donc pour nous, c'est vachement intéressant parce qu'en quelques verbes, disons je crée un objet, je lui change de paramètres, je le retrouve par son URL, on peut un peu tout faire. Puis comme un objet peut contenir un autre objet via son URL, on peut les lier entre eux, ces objets. Ça, c'est un peu pour la partie, on va dire, codage. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est où ça se situe, en fait. Donc, c'est pas 3.js, c'est pas un truc nodal. On va avoir quelques nodes, mais c'est surtout l'idée, c'est une abstraction vers un moteur qui est bas niveau. Pourquoi? Parce que quand on a un gars comme ça, là, qui veut mettre 6 millions de particules et qui veut charger plein de fichiers 3D, qui veut rendre ça dans un dôme où il faut faire 6 rendus de 6 points de vue et stitcher tout ça et être à 60 fps, parce que si l'animation n'est pas belle, ça gâche le show, il faut trouver un peu des mécaniques qui non seulement permettent de donner un niveau de contrôle très très fin. C'est que j'ai beaucoup de chance, je travaille pour quelqu'un qui sait très bien programmer aussi, donc du coup il va pouvoir faire des choses intéressantes si on lui en donne les moyens. Mais on aimerait bien avoir des accès bas niveau, donc bas niveau, ce qui veut dire proche de la machine, qui n'amène pas d'overhead et en même temps qui complexifie pas le slide que j'ai mis avant qui disait que j'ai que des URL, j'ai que quelques verbes, je vais continuer à travailler comme ça. Du coup, on a imaginé quelques concepts qui s'appellent les jobs et les run queues. Un job, c'est un objet. On sait ce que c'est un objet. C'est un truc à une URL et qui fait une action.
Une run queue, c'est quoi? C'est aussi un objet, évidemment, et ça référence des jobs par leurs URL. Donc du coup, maintenant, une fois que j'ai compris ça, je sais que quand on run une run queue, elle va simplement runner ses jobs dans un ordre que j'aurais défini. Pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que tout d'un coup, on peut faire des trucs qui ne sont pas du tout triviales et extrêmement performants. C'est-à-dire que d'un point de vue principalement GPU, comme l'a dit Franck, c'est vrai qu'on fait surtout du rendu graphique. Ça va nous permettre de pouvoir construire des mécaniques qui ne sont pas du tout triviales. Donc, je vais essayer de vous monter un petit exemple. Je ne suis pas graphiste, vous allez le voir. Admettons que j'ai créé cet objet avec quelques lignes de script, un objet que j'ai modélisé dans 3ds Max par exemple, puis je vais créer un job. Celui-là, il s'appelle le render job, donc c'est un job qui est chargé de faire du rendu. Et je vais les lier. C'est-à-dire qu'un render job connaît une URL. Il la référence. Pour les puristes, c'est important de comprendre que c'est des références. Et du coup, j'aimerais le rendre avec un matériel en PBR, un truc qui prend des textures en entrée que j'ai pas dessiné ici, une diffuse, une roughness, plein de choses dont on a besoin quand on veut faire un rendu, comme dans Sphere par exemple. Et une destination aussi sur laquelle il va rendre, un render buffer. C'est un render buffer un peu particulier, je sais pas, en tout cas en OpenGL, on peut faire un render buffer, c'est une image dans laquelle on va aller faire du rendu, et on peut avoir plusieurs couches de texture. Bon. Et évidemment, je veux quelque chose pour l'observer. Un output job, c'est un job qui va rendre non pas offline, mais directement à l'écran. Voilà ma sphère. Admettons maintenant que je crée un deuxième render job avec un autre matériel qui va rendre sur une autre couche de texture et qui va prendre en entrée la première couche de texture. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait ce matériel-là? En fait, il fait un blur. Donc du coup, là, simplement en affichant cette fois-ci, en donnant un ordre, en plus, c'était le concept un peu qui nous manquait, la run queue, elle est cachée derrière cet ordre, en fait, je ne l'ai pas représenté, je peux dire, d'abord, tu me rends l'objet sphère avec mon shader de PBR, ensuite, tu vas le passer, tu vas prendre la texture sur laquelle tu as fait ton rendu et la passer au matériel de blur et du coup activer le render job, il faut qu'il soit activé dans le bon ordre. Et ensuite, si je l'affiche, ça va pas du tout bien se voir, mais là c'est flouté. Donc pourquoi c'était intéressant ça? C'est que grâce à ça, j'ai pu faire quelque chose de en fait très optimal, très complexe. J'ai dû apprendre des concepts en plus, mais d'un point de vue de l'API, c'est-à-dire les URL, les objets, les paramètres, j'ai pas dû apprendre quoi que ce soit en plus. Ce qui est très agréable, évidemment, il faut rentrer dedans, Mais une fois que, par exemple, on a fait un graphe comme celui-là, on a fait ce qu'on va appeler plutôt notre setup. Un setup, c'est... Je vous ai barbé avec des traits, des trucs comme ça, mais en fait, c'est vrai qu'au jour le jour, on va peut-être se dire, voilà, moi, j'ai créé un objet 3D, maintenant, j'ai envie de passer à la partie, on va dire, créative. La partie créative, elle ne réside pas dans le fait de faire des render target avec 2 couches de texture et puis de rebalancer des shaders PBR, non. C'est souvent, je vais un peu trop vite, ces objets-là qui nous intéressent. Donc si on regarde le temps que va passer un gars comme Franz sur la création d'un show, c'est beaucoup dans le shading, dans la création de shaders, de post-processing. Puis en même temps, on se rend compte que nous, on utilise ça dans tous nos projets. Tous nos projets, on utilise ces outils-là. Du coup, on a développé certains mécanismes qu'on pourrait appeler des raccourcis. C'est-à-dire qu'un show comme Sphere, qui vous a montré tout à l'heure, c'est en fait finalement des shaders avec des paramètres et Ableton qui envoie des données en MIDI qui vont activer ces paramètres et ça fait un show. Et du coup, on a fait des raccourcis. Par exemple, là, j'ai un shader qui va prendre en entrée plein de trucs pour faire ce qu'il doit faire. Et en même temps, il va prendre en entrée directement l'URL, donc je n'ai pas un nouveau truc à apprendre, d'un attribut, d'un paramètre qui provient d'une machine, d'un contrôleur MIDI. Donc là, on ouvre Zonk, on branche son contrôleur MIDI. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petits contrôleurs, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles.
on lance son shader, on tourne son bouton et ça marche. On va pouvoir utiliser la valeur amp MIDI là, à l'intérieur de son shader. On a d'autres mécanismes comme ça, par exemple du filtrage. On a aussi d'autres raccourcis, une UI déjà. Donc on a fait une UI, en ce moment on travaille sur les finitions de cette UI. Donc on est allé plutôt dans le sens inverse. On n'a pas créé une UI et après développé un framework, on a plutôt créé un framework développé, a pris nos expériences sur les projets de 1024 et posé une interface dessus. Donc voilà, une UI avec des paramètres. C'est une UI nodale, mais en fait, c'est une UI complètement hybride. C'est-à-dire que chacun des nodes ici, on peut faire clic droit, edit, et utiliser un langage de programmation pour l'éditer. Dans ce cas-là, je crée un GPU programme, je crée un matériel, je crée un render job, comme vous avez vu avant. Et puis la même chose que ce que je peux faire dans l'UI nodal, finalement, je peux le faire dans l'UI, dans mon code. Donc on n'est pas sur des... quand on dit que c'est hybride, c'est-à-dire que l'abstraction, si on a un petit peu souvenir du slide horrible que j'ai montré tout à l'heure, le scripting et l'UI, ça se passe exactement au même niveau, en fait. Donc quelqu'un qui aime bien programmer, il peut passer beaucoup de temps dans le code. Quelqu'un qui est moins programmé peut passer beaucoup de temps dans les nodes. Mais surtout, chez nous, ça a permis de résoudre un problème, c'est que les nodes ont un souci, en tout cas c'est mon avis, que j'appelle le spaghetti. C'est-à-dire qu'assez vite, j'ai un projet, je vais faire du displacement mapping avec des terrains, et des terrains, j'en ai des centaines. J'ai pas tellement envie de créer 100 boîtes carrées avec 100 fils qui vont partir dans 100 jobs, alors que je fais de la programmation avec une simple boucle, je pourrais résoudre l'affaire et nommer mes fichiers underscore 0, underscore 1, underscore 2. Voilà. Donc on a essayé de faire un truc hybride. Franz, je ne vais pas revenir en arrière, mais dans ses slides, il a montré des projets assez complexes où il y a finalement 3 boîtes qui se courent après et il y a beaucoup de code. Alors que l'on a fait certains où c'était un peu moins comme ça. Donc on a un peu un choix de niveau d'abstraction, ce qui peut être agréable. Killer feature, ça marche très bien avec MadMapper. Donc l'idée, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de pouvoir utiliser les créations faites dans Zonk, donc soit en standalone, c'est-à-dire sans MadMapper ouvert sur son ordi, juste Zonk qui envoie des sorties, ou de les charger directement dans MadMapper qui, lui, va du coup rentrer dans notre écosystème et nous permettre de faire de la perspective sans passer par des technologies comme Siphon et comme Spout. Pourquoi c'est cool ça? Parce qu'en fait, derrière MadMapper, il y a aussi notre moteur. Une partie du code de MadMapper utilise notre moteur. Du coup, ça permet de faire une intégration très forte entre les deux, notamment par rapport au contrôle ou aux prévisualisations ou à l'organisation. Et du coup, pour nous, c'est cool pour notre écosystème. Bon. La release 2027. Voilà, à peu près. Donc on prévoit de faire un workshop pour présenter le logiciel. Le prix, forcément, avec tout le boulot qu'on a fait, donc il va être gratuit. Je suis content de recevoir ces applaudissements parce que c'est vraiment les ingénieurs qui choisissent les prix en général. C'est une certitude, ça. Il y a quand même une économie qui va, on l'espère, venir de ça, et en tout cas une communauté. Donc on prévoit de faire des extensions qui sont gratuites ou payantes, qui peuvent être écrites soit avec les langages de haut niveau, soit directement en C++ avec des plugins. Ça dépendra de ce que, puis ça va être fait par nous, et puis peut-être par Nicolas Barado, par exemple. Voilà. Je vous ai barbé déjà assez longtemps, je crois. Voilà, c'est fini.